Bienvenue sur Totis dans ce nouvel épisode de DG sur écoute, la série d'interviews qui s'intéresse aux directrices et directeurs de grandes écoles. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Bruno Ducasse, qui est directeur général de Montpellier Business School. Bonjour Bruno Ducasse. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci pour votre invitation. Bruno Ducasse, pour commencer, est-ce que vous pourriez un peu revenir sur votre parcours et vos fonctions actuelles au sein de Montpellier Business School? Oui, bien sûr. J'ai aujourd'hui 52 ans. J'ai un parcours d'une vingtaine d'années dans les chambres de commerce et d'industrie. J'ai commencé en Guyane, après à CCI France, puis je suis arrivé à Montpellier, qui est devenu après la CCI de l'Hérault. Avant tout, je suis diplômé de MBS. Donc mon retour à Montpellier, ça a été un peu un retour aux sources. Et puis en 2019, j'ai succédé à mon prédécesseur qui avait été mon directeur d'école quand j'étais étudiant à MBS. Et je suis donc maintenant, depuis un peu plus de 4 ans, directeur général de MBS. Alors vous avez été étudiant, maintenant vous êtes directeur de l'école, mais quel type de DG êtes-vous et qu'est-ce que vous souhaitez insuffler en quelque sorte au sein de MBS? Je suis plutôt un DG gestionnaire, manager, sans m'opposer au DG du monde académique. Mais depuis quelques années, il y a une première rupture au début des années 2000 et ça s'est accentué dans les années 2010. Les grandes écoles de management ne bénéficient plus de subventions d'argent public comme c'était le cas par le passé. Donc, il faut aller chercher réellement nos financements, ce qu'on peut appeler sur le marché. Et donc, MBS, comme d'autres écoles, se sont dotés de directeurs issus du monde de l'entreprise, donc plutôt gestionnaire et manager. Et mon rôle à MBS, je le conçois comme un catalyseur des talents pour donner la possibilité à la fois aux professeurs et aux collaborateurs plutôt administratifs de donner le meilleur d'eux-mêmes. Pour revenir maintenant sur Montpellier Business School, est-ce que vous pouvez un peu nous présenter cette grande école et revenir sur la trajectoire de ces dernières années? Montpellier Business School, c'est une grande école qui s'est tournée vers l'alternance dès le milieu des années 90 parce que les dirigeants de l'époque étaient persuadés que c'était un formidable vecteur d'ouverture sociale et d'égalité des chances. Donc aujourd'hui, on propose le programme grande école sur les 3 années en alternance et même les 2 dernières années du bachelor en alternance. Ce qui nous permet d'accueillir des étudiants de tous milieux sociaux, de tous horizons et d'être le reflet dans l'entreprise de la diversité qui existe dans la société. Notre objectif à l'ensemble du COMEX de MBS, c'est de poursuivre ce développement autour de l'égalité des chances, d'être présent encore plus à l'international, et puis de donner à nos étudiants futurs diplômés les outils pour que demain, dans l'entreprise, dans les organisations dans lesquelles ils évolueront, ils puissent être les leaders de la transformation économique responsable. Donc, à travers les enseignements dédiés, à travers des matières plus traditionnelles, il y a à chaque fois des notions de RSE, c'est plus de 200 heures de cours par an en programme grande école. Et puis, dans tous les travaux de groupe, dans les cas d'entreprise, il y a un focus sur tout ce qui est RSE, à la fois côté transition écologique et côté management de la RSE dans l'entreprise. Montpellier Business School est une des écoles pionnières sur les questions d'ouverture sociale et d'alternance aussi sur l'apprentissage. Est-ce que vous pouvez un peu revenir et nous balayer un peu tout ce que vous proposez là-dessus, sur cette thématique? Alors aujourd'hui, c'est pour cette année près de 1400 alternants. Ce qui est important de souligner, c'est qu'il n'y a pas de place limitée en alternance. Donc un étudiant qui veut faire ses études en alternance, il peut le faire. On l'accompagne pour qu'il trouve une entreprise qui va l'employer. Nous avons 20 conseillers carrière qui sont là pour ça. En dehors de l'alternance qui, bien entendu, lève la barrière financière, on a aussi des actions dès le collège, donc on s'y prend très tôt, pour faire connaître aux jeunes autre chose que leur milieu quotidien, leur milieu social quotidien. On ne va pas leur dire au collège en 4e, venez à MBS. C'est pas ça le propos. Le propos, c'est de les ouvrir à autre chose que leur milieu quotidien. On accueille aussi les entretiens de l'excellence, qui permet à des jeunes de collège et de lycée de pouvoir rencontrer des professionnels de tous horizons, de tous métiers, et de s'ouvrir à quelque chose de différent que ce qu'ils peuvent connaître. On a de l'aide aux devoirs, on a après pour ceux qui arrivent au lycée et qui vont se préparer à leur orientation, des séances même de coaching. Et puis après, à ceux qui veulent passer le concours ou les concours en général,
on va les préparer au concours de manière totalement gratuite. Puis on a toute une batterie aussi d'aides, en dehors du fait qu'on propose l'alternance, des bourses qui peuvent accompagner des alternants, mais qui peuvent aussi accompagner des étudiants qui sont ce qu'on appelle en continu, parce que peut-être que la première année d'école, ils sont un peu jeunes, ils n'ont pas encore d'expérience professionnelle qui va leur permettre de trouver une alternance, et donc dans ce cas-là, on peut leur délivrer des bourses. Et puis on a tout un public d'internationaux qui ont un peu de mal, ou alors qui ne peuvent pas travailler dès qu'ils arrivent en France, et on va pouvoir les accompagner à travers des bourses. Chaque année, en moyenne, on consacre à peu près 1,5 million à notre politique d'ouverture sociale et d'égalité des chances, puisqu'il faut aussi du personnel, des collaborateurs qui travaillent au quotidien sur l'ensemble de ces aspects. Est-ce que justement sur ces questions-là, vous voyez une baisse de l'autocensure, je ne sais pas, dans le bassin de Montpellier? Est-ce que vous voyez des effets aussi de toute cette politique en amont? Aujourd'hui, on a au sein de MBS, sur le programme Grande École, on est sur les années, autour de 38-40% d'étudiants, ce qu'on appelle répondant aux critères sociaux. Ce pas des étudiants boursiers, parce qu'à partir du moment où ils sont en alternance, ils ne sont plus boursiers. Mais grosso modo, s'il n'y avait pas l'alternance, on serait à quasiment 40% d'étudiants boursiers. Donc ça veut dire qu'au niveau social, on a réussi, et c'est une fierté que tous les collaborateurs de MBS partagent, à lever cette barrière sociale. Maintenant, on ne peut pas dire qu'on a fini le travail. Il faut toujours continuer à aller dans les quartiers, ce qu'on appelle prioritaires villes. On a des lycées dans l'Hérault qui font partie de ces quartiers, et on essaye d'aller dans ces lycées, de faire découvrir aux jeunes autre chose, que les études supérieures, ça peut être fait pour eux, pour essayer de lever cette barrière sociale. Parce qu'on a beau dire qu'en France, tout jeune, tout enfant a les mêmes chances de réussir qu'un autre, je dirais que malheureusement, il ne faut pas se voiler la face, c'est pas tout à fait vrai. Même c'est malheureusement pas vrai du tout. C'est peut-être mieux qu'ailleurs, ou moins mal qu'ailleurs, mais on a encore beaucoup de travail à faire. Et donc c'est en ayant des politiques volontaristes pour aller voir ces jeunes et leurs familles, leur faire découvrir les possibilités qui peuvent s'ouvrir à eux après le collège et après le lycée, qu'on va continuer à améliorer les choses. L'autocensure, elle existe encore, mais MBS participe à l'action et participe aux bons résultats que l'enseignement supérieur public connaît et qui aujourd'hui est présente au niveau de l'école. Pour terminer sur le volet de l'ouverture sociale, on a noté qu'au moment des entretiens dans votre école, il y avait des oraux sans biais sociaux. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous expliquer un peu quel est l'objectif? Alors nous considérons que tout ce qui est déjà connaissance académique, ça a été validé par la partie écrite ou la partie vraiment concours, épreuve d'admissibilité. Donc déjà, première chose, quand on fait passer des oraux, que ce soit pour les admissions sur titre ou pour le concours prépa, on ne va pas mesurer le niveau de connaissance ou de culture générale du candidat. On va poser des questions aux candidats pour essayer de les faire s'exprimer, les faire sortir leurs émotions. Et donc nous avons bâti depuis maintenant plus de 20 ans, presque 30 ans, une méthodologie qui a évolué quand même sur ces deux dernières décennies avec M-Management, le cabinet de recrutement de consultants, pour poser des questions à partir de situations que les candidats ont vécues dans toutes les sphères de leur vie. Ce n'est pas forcément la sphère des études, ça peut être dans leur vie privée, dans leur vie associative, au sport, éventuellement s'ils ont fait un stage. Et ils vont pouvoir nous faire partager leurs émotions et leur vécu. Et on a toute une grille d'évaluation sur les différentes compétences émotionnelles qu'on recherche chez un candidat, et ça va nous permettre d'évaluer le candidat. Et grâce à ça, étant donné qu'on ne demande pas au candidat d'avoir des connaissances ou une culture générale développée lors de l'entretien, eh bien on lève quasiment toute barrière sociale à l'entretien. Puisque bien entendu, un jeune qui a l'habitude dans son milieu quotidien d'avoir des personnes qui ont un niveau socioculturel plus élevé, vont pouvoir avoir plus de connaissances. Et donc c'est un nouveau biais
en fait, qui est des fois un biais un peu involontaire qu'introduisent les écoles. Nous, on a choisi de lever complètement ce biais-là. D'accord. Merci beaucoup Bruno Ducasse. Je vous propose qu'on avance un petit peu. Sur le volet de la stratégie, on voit donc dans le paysage des grandes écoles de management, il y a eu des fusions, des absorptions, voilà, des modifications et aussi parfois un grossissement en termes de taille. Quelle est la stratégie de Montpellier Business School pour les prochaines années ? Alors, MBS aujourd'hui a choisi de continuer son développement de manière autonome. L'effet taille existe, il ne faut pas non plus le nier. Pourquoi ? Parce que les standards qui nous sont imposés au niveau national ou international pour l'ensemble des accréditations, que ce soit pour avoir le visa ou le grade de licence ou de master, donc au niveau national, ou que ce soit pour avoir l'accréditation à CSB, EQUIS ou AMBA, tout ça fait en sorte que les charges fixes sont de plus en plus importantes, notamment parce qu'il faut avoir une politique de recherche de plus en plus développée et que ça coûte cher. Et donc, pour amortir les charges fixes, il faut forcément aller chercher du chiffre d'affaires supplémentaire. Donc, cette taille critique, aujourd'hui, on y est proche. Et donc, pour continuer à pouvoir nous développer de manière autonome, eh bien, on est en réflexion pour lancer de nouveaux produits. On est en réflexion pour éventuellement une présence à Paris. Quand on regarde, même s'il faut toujours faire attention au classement, mais sur les 15-16 premières grandes écoles de management en France, il me semble que nous sommes que 2 à ne pas avoir une présence à Paris. Pourquoi je dis présence et pas campus ? Parce que je ne veux pas qu'on s'imagine que tout de suite c'est 20 000 m² de campus à Paris. Mais une présence à Paris, ça pourrait nous permettre de toucher un marché, notamment du post-bac. Île-de-France, c'est plus de 40% des étudiants post-bac qui sont aujourd'hui en Île-de-France. Ne pas être présent sur ce marché, c'est forcément se couper de certaines opportunités. Donc on réfléchit très sérieusement à cette présence éventuelle à Paris. Et puis pour continuer à attirer des étudiants et en encore plus grand nombre, on essaie de regarder aussi comment on peut améliorer l'expérience étudiante sur le campus, et dans le cadre de la scolarité à l'étranger. Parce qu'avec l'alternance, on a moins d'étudiants qui partent, en tout cas moins longtemps à l'étranger qu'auparavant. Parce que quand vous êtes en alternance pendant 2 ans, voire 3 ans, vous n'avez pas le temps dans votre scolarité de partir à l'étranger. Donc nos axes de réflexion, c'est présence à Paris, c'est nouveaux produits un peu plus variés ou qui permettent des spécialisations plus importantes dès le bachelor, et accentuer en programme grande école pour être plus attractif auprès des étudiants. C'est meilleure vie de campus. Alors ça va passer par le projet de nouveau campus, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Et puis donc, meilleure expérience aussi à l'étranger pour ceux qui partent à l'étranger. Alors justement, vous venez d'embrayer sur la question suivante. Donc ce nouveau campus, alors on a vu dans la presse que certaines écoles renonçaient à leur campus. Vous, il semble bien en cours. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce prochain campus ? Nous attendons le permis de construire modificatif soit cette semaine, soit la semaine prochaine. Nous allons signer le contrat de promotion immobilière, donc nous allons confier à un promoteur le soin de construire le campus la semaine prochaine. Et les travaux après la dernière phase d'études vont commencer soit à la fin de l'année 2023, soit au début de l'année 2024. Vous parliez d'écoles qui ont abandonné leur projet. Nous, on n'a pas de problématique de surcoût qui ferait en sorte que ça mettrait en péril notre projet. On a dû retravailler avec les candidats promoteurs pour justement assurer un coût qui était compatible avec les possibilités financières de l'école. Et on est aujourd'hui sur un coût, grosso modo, tout compris, travaux, terrain, honoraires, maîtrise d'œuvre, assistance à maîtrise d'ouvrage, qui va avoisiner les 100 millions d'euros et qui est tout à fait supportable pour l'école. Je précise que c'est un coût global pour l'ensemble des composantes du projet, puisqu'on va se retrouver avec, et ça c'est intéressant aussi, un CFA plutôt porté sur des métiers bac plus 2, porté par Purple Campus, avec l'ACCI de l'Hérault et avec l'établissement montpelliérain de l'ACCI régionale Occitanie. À horizon rentrée 2026, il va falloir, à partir du moment où on aura signé le contrat, entre 30 et 33 mois pour que le bâtiment nous soit livré. Donc l'objectif, le focus, c'est rentrée 2026 dans ce nouveau campus. Pourquoi un nouveau campus ? Pas juste pour dire on sacrifie à la mode, on fait un nouveau campus. Aujourd'hui, on est dans un campus qui date d'il y a un peu plus de 50 ans, avec des bâtiments, une kyrielle de bâtiments sur un espace relativement grand, mais qui nous empêche d'avoir vraiment des fonctionnalités
où toutes les équipes peuvent être en synergie. On est sur un lieu, vous l'avez peut-être vu en venant, où l'accès est un peu plus compliqué dès qu'on vient par en train. Alors, en train, on a la gare qui est pas très loin et le tramway qui arrive. Voiture, c'est très compliqué, c'est à l'autre bout de Montpellier quand on sort de l'autoroute. L'aéroport est loin aussi. Demain, on sera sur vraiment le quartier en devenir de Montpellier, le quartier d'affaires en devenir de Montpellier dans les 20 prochaines années, à quelques kilomètres de l'aéroport, à quelques centaines de mètres de la nouvelle gare TGV, qui va prendre de plus en plus son envol au fil des années, et puis à quelques centaines de mètres même de l'autoroute, et on sera à un quart d'heure en tramway du centre-ville, puisque le tramway va arriver à la nouvelle gare TGV en 2024 ou 2025, donc avant notre arrivée à nous. On sera sur un campus beaucoup plus urbain, un campus plutôt vertical, mais où toutes les équipes seront regroupées, parce qu'aujourd'hui on a trois bâtiments, trois lieux différents sur Montpellier, et puis avec des espaces beaucoup plus fonctionnels, sans couloirs alambiqués à droite à gauche, avec des espaces évolutifs aussi, où dans une salle de cours on pourra dans un même cours faire évoluer la disposition des tables, des chaises, avec du matériel également audiovisuel qui sera beaucoup plus performant. Donc à la fois au service des étudiants, des professeurs et puis des administratifs. Puis on a tenu compte aussi des nouvelles pratiques à la fois de travail avec le télétravail qui est assez développé et puis d'enseignement où même si nous avons choisi de continuer une majorité de cours en présentiel, on a ce qu'on appelle du blending learning avec des cours en distanciel qui sont des cours soit asynchrones, soit quelquefois même synchrones pour des étudiants qui quelquefois sont à l'étranger ou qui ne peuvent pas se déplacer sur Montpellier. Merci Bruno Ducasse pour cette réponse. Donc rendez-vous en septembre 2026 normalement. Rendez-vous un peu avant pour la pose de la première pierre parce que c'est un acte Bien important. Sûr. Et après rendez-vous pour la rentrée 2026 sur le nouveau campus. Tout à fait. Alors j'aimerais maintenant qu'on avance un petit peu. Donc Montpellier, on l'a dit, c'est l'école de l'alternance. On a vu quand même une baisse un petit peu, enfin une augmentation des restes à charge. Les aides aussi de l'État semblent être un peu en péril. Là-dessus, est-ce que vous êtes inquiet? Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Deux petits mots avant de répondre complètement à votre question. Je ne voudrais pas qu'on réduise Montpellier à MBS, l'école de l'alternance. Parce que pour certaines personnes, alternance est encore synonyme de qualité moins bonne des enseignements. Le diplôme que nous délivrons, c'est le même diplôme pour un étudiant qui a suivi son cursus en alternance ou pour un étudiant qui a suivi son cursus en continu. Puis d'ailleurs, souvent l'étudiant commence en continu et après fait de l'alternance en deuxième et troisième année. Les cours sont aménagés pour que les étudiants en alternance aient les mêmes enseignements que les étudiants qui sont en continu. Donc déjà, premier point qui est important parce que il ne faut pas croire que l'alternance transige avec la qualité académique. Non, c'est vraiment les mêmes professeurs et les mêmes cours et donc le même diplôme. Alors vous avez raison, le reste à charge est de plus en plus important. On est de mémoire au troisième coup j'appelle ça moi des coups de rabot de la part du gouvernement en 2 ans. À MBS, on était habitué avant, je ne veux pas reprendre le mécanisme du financement de l'alternance avant 2020, mais il fallait aller chercher en fait soit la taxe correspondante payée par l'entreprise, et si elle n'avait pas assez de taxes, il fallait aller chercher déjà le reste à charge. Et on allait chercher des fois des restes à charge bien plus importants que ceux qu'on va chercher aujourd'hui. Des fois, on avait des entreprises qui avaient un montant de taxes à payer de quelques milliers d'euros, alors que le coût de la formation était de 15 800. On allait chercher plus de 10 000 euros de reste à charge. Et on s'est développé comme ça. Jusqu'en 2020, c'est ce qu'on faisait. Donc nous avons des équipes qui sont habituées à le faire et qui ont l'expérience, la méthodologie pour aller convaincre les entreprises de payer ce reste à charge. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on a au maximum comme reste à charge un peu plus de 5 000 euros. Il y a 10 jours, on avait échoué dans la négociation avec 20 entreprises, alors qu'on est à 1400 contrats de signés en vigueur pour l'année scolaire 23-24. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, je dirais que c'est presque une fausse problématique. L'entreprise, si elle est vraiment motivée, si elle a vraiment besoin d'un alternant, elle va être prête à payer quelques centaines ou quelques milliers d'euros. Je ne vous dis pas à payer les 16 000 euros du coût d'un alternant, mais quelques milliers d'euros, elle va être prête à payer cette somme. Et à la limite, elle va être encore plus motivée et elle va avoir mis un process pour accueillir l'alternant. Parce que qu'est-ce qu'on a découvert, qu'est-ce qu'on a expérimenté lorsque l'État
pendant la période Covid, a mis en œuvre la prime pour inciter les entreprises à embaucher des alternants. C'est vrai, ça a eu un effet extraordinaire. Et cette prime, on a été très contents qu'elle soit mise en place. Et puis nous, à MBS, et comme dans la plupart des écoles, on a milité pour qu'elle soit renouvelée, ce qui a été fait pour encore quelques années. Donc c'est une très bonne chose. Mais on a vu, et le phénomène s'est régulé, la régulation se termine, des entreprises employer des apprentis uniquement pour une question financière. Et on a eu un taux de rupture plus important qu'auparavant. Parce qu'en fait, à un moment donné, l'étudiant alternant et l'entreprise ne se retrouvaient plus. Il n'y avait pas de véritable projet. Aujourd'hui, on est avec des entreprises, on travaille avec des entreprises qui réellement ont envie et ont besoin et ont mis en place le process pour accueillir un alternant. Et la barrière financière n'est pas une barrière financière pour l'entreprise. Dans d'autres pays comme l'Allemagne, l'entreprise, globalement, tous mécanismes confondus, elle participe beaucoup plus au financement de l'alternance qu'en France. Donc l'entreprise qui vraiment souhaite accueillir un alternant, elle va être prête à payer le reste à charge. Et puis il faut être aussi inventif. Il y a plusieurs façons aussi de permettre à l'entreprise de s'acquitter de son reste à charge. Et c'est ce qu'on fait à MBS et on y arrive dans plus de 95% des cas. Voilà. Bon, après, je ne vous dis pas que si tout d'un coup on nous dit c'est plafonné à 5 000 € pour l'enseignement supérieur, c'est une catastrophe. Là, oui, c'est sûr. Mais je pense que les mesures qui ont été prises sont des mesures qui ont été prises parce qu'il fallait réguler le déficit de France Compétences et qu'aujourd'hui, on est dans des ratios qui restent raisonnables. D'accord. Juste pour préciser, au cas où des étudiants regardent, quand on parle de reste à charge, c'est évidemment pas pour les étudiants, c'est pour les entreprises. Oui. Aujourd'hui, ce qui est important de souligner, c'est que l'étudiant, quand il est alternant, il n'a rien à débourser. Après, on est quelques écoles aussi à essayer de faire changer un peu les esprits. Moi, il ne me paraîtrait pas, si vous voulez, illogique et inégalitaire de demander à des étudiants de payer une partie du reste à charge. Pourquoi pas en fonction de leurs revenus. Voilà. Je pense que ça ne doit pas être un tabou et qu'il faut y réfléchir. Certaines écoles ont mis en place, pas pour l'alternance, mais pour les étudiants qui sont en continu, des frais de scolarité gradués. Pourquoi n'aurions-nous pas une réflexion pour le reste à charge pour les alternants? Si le gouvernement continue à diminuer le montant de la prise en charge, je pense qu'il ne faudra pas s'interdire d'avoir cette réflexion. Effectivement. Merci Bruno Ducasse pour toutes ces réponses. Je vous propose maintenant qu'on ouvre un peu le volet des réformes et de la prépa ECG notamment. Donc on l'a vu, la réforme du bac a entraîné la réforme des prépa ECG avec une baisse de candidats. Quelle a été votre analyse, vous, à MBS, et comment s'est portée l'école suite au recrutement en 2023? Tout d'abord, moi, ce que je regrette, comme beaucoup de l'ensemble de mes collègues de l'enseignement supérieur, c'est que cette réforme du bac, elle a été faite sans associer l'enseignement supérieur. Et là, je vais plus loin que les écoles de commerce. Donc, on s'est retrouvé à devoir adapter des concours, les classes prépa à accueillir dans des filières, alors qu'ils n'avaient pas du tout été consultés. Et qu'est-ce qui s'est passé lors de la mise en place de la réforme du bac? C'est qu'un grand nombre de lycéens s'est détourné des maths, et donc n'ont pas pris maths en spécialité, ou ont abandonné les maths à la fin de la première, puisqu'il faut abandonner une des 3 spécialités prises au début de la première à la fin de la classe de première. Et donc, diminution drastique du nombre d'étudiants en prépa. On était l'année dernière ça se traduit par un nombre de candidats qui, grosso modo, a diminué entre 8 et 10% selon les banques d'épreuves prépa. Et donc, forcément, ça se traduit dans le nombre d'étudiants qui, après, intègrent les écoles. Et c'est de plus en plus difficile pour certaines écoles de remplir et même d'accueillir des étudiants issus de prépa. Quand, ajouté à ça, vous mettez aussi dans la balance le fait que les étudiants évoluent, les étudiants changent, sont peut-être moins tentés je l'entends dire, et j'aime pas ce mot, sacrifier 2 ans de leur vie pour des études. Ça, c'est parce que nous n'arrivons pas à leur faire comprendre en quoi la prépa peut, au contraire, les aider à s'ouvrir encore plus vers le monde, en quoi la prépa apporte une culture générale qu'ils n'auront jamais en faisant d'autres études. Donc c'est un travail à faire avec les profs de prépa, et avec les écoles. C'est main dans la main qu'on arrivera à résoudre cette problématique-là.
Concrètement, ça se traduit comment pour MBS? Nous avons rempli encore cette année. Et si l'érosion continue, il n'y aura pas de miracle et on aura beaucoup de mal à remplir. Alors, je n'ai pas les chiffres encore du nombre de candidats prépa pour le concours 2024, puisqu'il faut tenir compte aussi des étudiants qui cubent, qui ne sont pas satisfaits de l'école qu'ils ont eue en deuxième année de prépa et qui vont donc faire une troisième année. Il est probable qu'il y ait une petite diminution, mais qui ne soit pas aussi importante que celle qu'il y avait eu au concours 2023 par rapport au concours 2022. Après, ce qui va être important, c'est de connaître aussi le nombre d'étudiants qui sont rentrés en prépa cette année pour le concours 2025. Nous continuons à être attentifs et puis à faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de dialogue et de travail en commun avec les profs de classe préparatoire. Je pense qu'il ne faut pas se dire que les prépas, c'est fini. Surtout pas. Et encore moins que les prépas vont en fait pourvoir 8 ou 5 écoles. Parce que ça voudrait dire qu'on aurait un système qui serait vraiment à plusieurs vitesses. Donc moi, je suis plutôt partisan d'un travail en commun pour rendre encore plus attractive la filière prépa. C'est ce qu'on a commencé à esquisser dans le courant de l'année 2023, même si ça a été un peu tendu, un peu compliqué. Je pense que les négociations ont bien repris, les travaux en commun ont bien repris, et j'espère qu'on débouchera là à l'automne ou au printemps 2024 sur des nouvelles propositions qui permettront de rendre plus attractive la filière prépa. Donc vous avez rempli en 2023 via le concours prépa. On voit, nous, certaines écoles qui commencent à travailler sur un format programme grande école en 5 ans, donc qui ouvrirait dès le post-bac. Est-ce que ça fait partie de vos cercles de réflexion? C'est pas un tabou pour MBS. Aujourd'hui, c'est pas le choix que nous avons fait. Nous sommes entrés dans Ecricom il y a maintenant 2 ans, depuis le concours 2022. C'est pas pour ouvrir un PGE en 5 ans maintenant. Donc, des réflexions, non, mais ça reste derrière la tête au cas où. Pourquoi? Comme j'ai déjà dit aux représentants de la PHEC, et notamment à Alain Joyeux, MBS, c'est une entreprise. Alors certes, on n'a pas à dégager de bénéfices pour rémunérer des actionnaires, puisqu'on n'a pas d'associés et d'actionnaires, on n'a pas de capital. Mais il faut quand même faire marcher et faire tourner l'entreprise MBS. Et donc, il faut avoir le chiffre d'affaires permettant de se maintenir dans les classements, de se maintenir comme une grande école au niveau national et international. Donc, si demain, par l'effet de l'érosion du nombre de candidats au concours prépa, nous n'avons plus d'étudiants issus du concours prépa, il aura bien fallu qu'on ait une solution prête. Alors, ça ne va pas être pour le concours 2024, on a rempli, mais attention, on est quand même la dernière école au classement SIGEM à avoir rempli en 2023. L'école immédiatement derrière nous, donc à la 14e place, n'a pas rempli. Et pour d'autres écoles qui n'avaient pas de difficulté de recrutement sur le marché prépa, ça a été très très compliqué. Donc il faut être lucide, et comme je vous le disais au début de notre entretien, en tant que manager et gestionnaire, il faut pouvoir avoir plusieurs cordes à notre arc. Donc aujourd'hui, pas de tabou sur un éventuel PGE à 5 ans, mais il y a d'autres possibilités aussi pour aller proposer des nouveaux produits qui ne sont pas forcément un PGE, mais qui vont répondre aux besoins d'étudiants, notamment des masters spécialisés, pourquoi pas des doubles diplômes avec des écoles d'ingénieurs. On en propose un dès la rentrée avec l'EPF, qui est une école d'ingénieurs Montpellier-Rennes. Voilà, c'est ça aussi, il faut savoir innover et proposer des choses un peu différentes aux étudiants. Voilà, il n'y a pas que le marché prépa, on a aussi les admissions sur titre. On va retrouver en 2024 les candidats d'IUT qu'on avait perdus en 2023 puisqu'il y avait eu la réforme de l'IUT qui avait fait passer les études en 3 ans. Et donc, on a des jeunes, des candidats qui viennent d'autres horizons et qui peuvent être intéressés par des études dans une grande école de management. Bien sûr. Alors, vous avez devancé encore une fois ma prochaine question. Non, juste sur donc le BUT, ça a eu quel impact, vous, du coup, ce prolongement? Nous, c'est facile à chiffrer. On avait donc jusqu'en 2022 60 à 65% de nos intégrés en admission sur titre première année, parce qu'à l'époque c'était IUT en 2 ans, DUT, issus donc d'un IUT. Donc cette année en 2023, c'est en tremplin 1, donc admission sur titre première année,
30 seulement intégrés. D'accord. Là où il y en a quand même eu. Oui. Moins, mais pas d'UT en fait. D'accord. D'ailleurs. D'accord. Mais 30 intégrés seulement et aucun d'UT. Et en tremplin 2, cette année, c'est seulement 100, on est à 150 ou 160 intégrés. Donc on va retrouver les candidats venant d'IUT au concours 2024. À nous de savoir les capter et faire en sorte qu'ils poursuivent leurs études dans une grande école de commerce et à MBS. Parce que la concurrence est de plus en plus rude, entre écoles, mais pas que entre écoles. L'université aussi essaye de retenir les étudiants issus d'IUT après dans des filières, à l'IAE par exemple, ou dans d'autres filières qui peuvent être attractives aussi. Merci Bruno Ducasse pour toutes ces réponses. On arrive déjà à la fin de cet entretien. Pour terminer, est-ce que vous auriez un dernier mot? Voilà, quelques grands enjeux qui vont concerner MBS pour les prochaines années. L'un des gros enjeux, c'est réussir notre projet de nouveau campus pour être plus attractif, pour proposer une meilleure expérience étudiante à l'ensemble de nos candidats, étudiants et futurs diplômés. Et puis, c'est continuer à nous développer sur l'ouverture sociale, sur la transition économique responsable et à proposer des spécialisations encore plus distinctives par rapport à ce que peuvent proposer d'autres écoles. Merci Bruno Ducasse. Merci à vous. Et on se retrouve très prochainement pour un prochain épisode de DG sur écoute. À très vite sur Totis. Au revoir.